Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran là, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur TikTok et sur Facebook. On a aussi une autre chaîne, DMG TV, histoire mystique exclusive. Voilà. Donc, on va écouter des histoires mystiques, vous savez, mais avant, je remercie toujours tous ceux qui participent dans les commentaires, tous ceux qui like, tous ceux qui partagent, tous ceux qui s'abonnent. Merci beaucoup, c'est vous qui donnez la force au mouvement. Sans plus tarder, on va commencer avec la première histoire. Je vous demande d'écouter attentivement, s'il vous plaît. Et surtout, dites l'histoire qui vous a marqué en commentaire. Dites d'où vous regardez la vidéo en commentaire. Et voilà, première histoire. Bonjour DMG TV. Bon, cette histoire s'est passée quand j'avais 9 ans, 10 ans. Mon papa, c'était le congé. Donc il a dit non, que comme ce sont les congés, il nous donne l'autorisation d'aller au village pour aller rendre visite à notre maman, moi et ma grande soeur. C'est comme ça, on est parti au village. Donc arrivé au village, vous-même vous voyez les enfants de 9 ans, 10 ans, 11 ans, ils passent tout le temps à s'amuser. Donc moi, je me passais mon temps à m'amuser, mais ma grande soeur, elle était toujours avec les plus grands. Donc c'était comme ça. Donc après quelques temps, un 11 heures comme ça, je me rappelle très bien, un 11 heures, il y en a vu une foule avec une dame. La dame était au milieu avec des gris-gris sur elle, avec poudre blanc. Et puis elle avait attrapé calebasse. Et puis elle avait attrapé les trucs qu'on prend pour secouer, pour faire. Vous voyez, non, les femmes qui sont en blanc avec les femmes féticheuses là. Comme ça, la dame était. Avec des gens autour d'elle. Et puis elle avait des soldats autour d'elle. La dame là. Donc en courant pour aller regarder, les gens commencent à parler que c'est la dame qui attrape les sorciers là. Et puis elle te soigne. Quand elle t'attrape, si tu avoues que tu es sorcier, elle te soigne. Maintenant si tu ne veux pas, elle te dit ok, va avec. Mais tu vas pas rester. Tu vas pas rester longtemps. Donc elle rentre de village en village. Donc c'est tombé que la période où nous on allait là, la dame est venue. Donc on a commencé à courir, on est parti. Elle rentre de village en village. Parce que quand elle rentre dans un village, qu'elle attrape les sorciers de là-bas, là, elle les prend. Puisqu'ils ne peuvent plus fuir, ils ont déjà dévoilé qu'ils sont sorciers. Donc les gens du village les chassent. Et puis ils sont derrière elle. Et puis elle, la foule, ça crie, ça les lapide, ça crache sur eux, ça les lance tout. En tout cas, tout ce que les gens trouvaient, les gens les prenaient pour les taper. Donc c'est comme ça. Elle est arrivée dans notre village, elle est arrivée dans le village où mon maman était. Parce que c'est mon grand-père qui était le chef du village. Donc elle arrive, elle demande la permission au chef. Si le chef dit de rentrer, et puis maintenant elle rentre. Parce que si le chef donne la permission de rentrer, c'est que le chef, il reconnaît qu'elle n'est pas sorcière. Donc c'est comme ça, quand elle a demandé la permission, mon grand-père a dit il faut rentrer, il faut attraper tout le monde. C'est comme ça, la dame est rentrée. Quand elle est rentrée, elle a commencé à désigner les cases là. Et puis elle a dit aux sorciers de sortir. Celui qui pense qu'il est sorcier, qu'il sort. Mais s'il ne veut pas avouer qu'il est sorcier, qu'elle-même elle fait, puis elle le fait sortir, il va mal finir. Donc, ils ont commencé à sortir. Il y avait un jeune dedans. Le jeune était au CM2. Il était le plus vieux de sa classe. Il avait fait CM2 au moins 6 fois. Le maître de l'école même disait que non, que il ne sait pas comment faire, mais même pour l'envoyer en 6e, ça passe pas. Donc, il faut que l'enfant l'entre en 6e forcé. Donc, l'enfant, il a fait 6 ans en classe de CM2. Le maître de l'école même dit il a tout fait pour le chasser, mais l'enfant revient toujours. Donc, c'était comme ça. L'enfant était comme ça. Il avait vieilli, même, il devait avoir 15 ans en classe de CM2 là. Le plus âgé. C'est dans ça, maintenant, la dame a dit c'est pas fini, c'est pas fini. Il y a un qui est là, il n'a qu'à sortir. Lui-même, c'est le plus dangereux, il doit sortir. Il doit sortir. Le jeune ne voulait pas sortir. Elle a fait ses incantations, le jeune est sorti en vitesse. Il criait, waouh, waouh, waouh. On lui a demandé, toi, tu as fait quoi? Voici le jeune maintenant qui est au milieu. Tout le monde est étonné. L'enfant le plus sage, le plus poli, le plus respectueux, celui que tout le monde envoie, qui va commissionner jusqu'à mettre dans la bourse. Il va faire commission jusqu'à dans la bourse. Le jeune est sorcier. On dit, toi, ta sorcellerie, comment tu pratiques? Parce que les autres, ils étaient un peu vieux.
Elle a dit non, ceux-là, ils sont un peu fatigués. Mais lui là, lui-même, c'est un chef même. Il doit expliquer pour lui. DMGTV, tu sais ce qu'il faisait? Son CM2 où il était là, son CM2 où il ne voulait pas quitter là. Déjà, son CM2 n'était pas simple où il était là. Chaque nuit, il se lave dans le mortier. Et quand il se lave dans le mortier, il vole les intelligences des enfants. Ça fait que non, tous les jeunes qui sont dans le village, les jeunes filles prenaient des grossesses. Ça n'allait pas loin. Elles se gâtaient. Les jeunes là, quand un enfant arrive jusqu'au CM2 là, il devient autre chose. Soit il commence à voler les pièges des gens dans la brousse, ou bien soit il vole les récoltes des gens. En tout cas, il y a d'autres même qui fuyaient mais pour aller rester dans la brousse juste pour voler. Il a gâté plein d'avenirs des enfants du village. Plein. Et son mortier était dans la maison. C'est dans son mortier sa maman pilait le foutu. C'est dans son mortier la maman faisait tout. Elle pilait le foutu. C'est dans ce mortier elle lui se lavait. Donc quand elle a commencé à le chicoter spirituellement là, DMGTV il a commencé à avouer. Il a commencé à citer le nom des gens qu'il a gâtés. Il a commencé à expliquer ce qu'il faisait avec son mortier. Chaque nuit il se lavait avec. On lui a dit de faire sortir le mortier. Il avait sorti le mortier. La dame a vu le mortier. Sa maman a commencé à crier. Mais c'est dans ce mortier j'ai pile le foutu. Pourquoi tu fais ça? Il dit non, que lui, il est dans un camp. Et dans le camp là, lui, il ne veut pas donner le sang. Parce que quand tu donnes le sang, le pacte du sang, là, quand tu donnes le pacte du sang, tu es obligé maintenant de donner toujours le sang. Donc quand on lui a demandé, toi tu vas donner quoi? Lui il a dit, il va donner quelque chose que les gens ne vont pas voir. Que les gens ne vont pas détecter. Parce que quand il donne le sang, la personne va mourir. Donc lui, il veut donner quelque chose que les gens ne vont pas détecter. Donc lui, il vole la chance des enfants qu'il voit qui sont brillants à l'école. Et dans sa classe de CM2 où il était là, il y avait plein d'enfants. Parce que c'était l'école, tu vois, les DMGTV, tu vois, les écoles du village là. Les écoles là, c'est les bâtiments soit sont en longueur ou soit il y a un bâtiment qui est en longueur. Et bon, pas les bâtiments. Les classes sont en longueur. Et puis tu vas regarder, il y a au moins 3 classes qui sont à côté. Et puis il y a le bureau du directeur. Et puis il y a une maison qu'on dépose, on dit c'est pour le directeur. C'est un truc comme ça. Donc il dit, comme il sait que non, la terminaison des enfants là, c'est la classe de CM2. C'est pour ça que lui s'est bloqué à la classe de CM2. Et c'est là-bas, lui il est resté. Pour pouvoir voler l'intelligence des enfants. Donc il a gâté les intelligences des enfants du village. Et on l'a demandé que tu veux renoncer à la sorcellerie. Il dit il ne veut pas. La dame l'a demandé, tu veux renoncer? Il dit il ne veut pas. Que s'il lui renonce à la sorcellerie, lui meurt. Parce qu'en échange, c'est lui sa vie vont prendre, donc lui ne veut pas. La dame a commencé à faire les incantations. J'ai dit, DMGTV, elle ne le touchait pas, hein. Mais son corps s'est déchiré, comme si on le chicotait. Mais son corps s'est déchiré, on ne voyait personne. Mais son corps s'est déchiré. Quand elle fait, il crie, what? Tu regardes sur son dos, il y a trace, il y a le sang qui coule. La femme l'a fait les incantations, il s'est déchiré. Il lui a dit, il faut donner tes acolytes. DMGTV. Si tu vois même ceux qui sont ses acolytes, tu ne peux pas croire. Il y avait un petit. Il devait avoir 7 ans. Le petit là, si tu vois son ventre, son ventre est gros, ça brille. Tout le monde disait dans le village que non, le petit là, quand les sorciers mangent dans son ventre, ils mettent. Que le petit souffre. Déjà, en réalité, le petit, c'est tout ce qu'il mange là. Que lui, il garde son ventre pour manger après. Et puis, son ventre était le frigo. Donc, le petit, dans sa famille, là, il n'a pas tué quelqu'un, mais il les a gâtés tous, il les a rendus fous, folles, misérables. Et puis, là où ils habitent là, le coin est loin, comme si c'était une maison de criquets. Il y avait des bruits de criquets là-bas les nuits, criquets. La maison est loin, comme si quand la lumière du village, quand les lampadaires du village frappent là, ça n'arrive pas chez lui là-bas, les nuits. Ils l'ont cité. Il y avait une dame qui vendait la ticket au marché. Elle-même là, c'était avec son pied qu'elle servait. Il a cité la dame là. Oh! Les gens ont commencé à crier. Aller la chercher au marché là-bas.
Pendant qu'on partait la chercher au marché, elle est tombée là-bas, elle a commencé à crier, oui, je suis comme ci, je suis comme ça. Genre, l'huile qu'elle utilisait, c'était pas de l'huile. C'était pas de l'huile, c'était dans camp de sorciers, c'était chose comme ça, du sang qu'elle utilisait. Puis elle envoûtait les gens du village. Donc le petit a cité, il y a un autre monsieur aussi, le petit a cité le monsieur là. Quand ils ont cité le monsieur est sorti. Quand il est sorti, il a essayé d'effrayer la dame. La dame dit, tu es trop petit pour m'effrayer. Dans ton affaire de m'effrayer là, tu es trop petit. La dame a lancé les incantations. Vous voyez le monsieur qui est par terre, il traîne. Il veut se déshabiller. Elle a dit, attrapez-le, ne le laissez pas se déshabiller. Mais si c'est déshabillé nu, alors là, c'est que les gens qui vont le regarder, c'est gâté sur eux. Donc, de ne pas le laisser se déshabiller. Donc, lui-même l'ont saisi, attaché comme un cabri. Pour ne pas qu'il se déshabille, ils l'ont attaché. Il dit, ils l'ont attaché dans le dos. Non, il s'est mort. Il s'est mort. Il se traîne par terre pour se blesser. On dit, attachez-le à un truc comme ça, à un arbre. Parce que s'il se blesse, c'est comme si ce que j'ai lancé, ça ne va pas prendre. Donc, c'est dans ça, on attachait un arbre. Il dit, il y avait plein. Il y avait une vieille fatiguée même. Sa peau était comme de l'huile. La peau des gens, quand tu es vieilli, ta peau devient comme si tu avais frotté de l'huile. Elle aussi, elle était dedans. Elle avait une dent. En tout cas, tous ceux qui la connaissent disent que non, les gens sont morts, mais elle est là. Parce qu'à chaque fois qu'elle doit mourir, elle se change. Elle prend quelqu'un, et puis elle prend la force de la personne, et puis elle est toujours là. Elle aussi l'a attrapée. Puis on les a demandé en groupe que vous voulez être délivrés. Ils ont répondu oui, qu'ils veulent être délivrés. La dame l'a dit ok, d'accord, c'est comme ça, suivez-moi. On les a mis dans le groupe des sorciers qu'ils avaient déjà attrapés dans d'autres villages, on les a mis dedans. Puis elle les a ramassés pour partir. Et le groupe qui était derrière elle, le groupe de villageois derrière elle. DMG-TV. La morale. Bon, la morale, vraiment, si je dis que non, de ne pas envoyer son enfant au village pour fréquenter, c'est un peu méchant de ma part. Donc, c'est seulement dit, la morale, c'est de faire attention et de prier Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a pas autre chose derrière. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Si ce n'est pas Dieu dans ta vie là, vraiment, tu auras tous les problèmes. Donc, il n'y a que Dieu, la morale. Dieu ou rien. Parce que tu ne sais pas qui est qui. Pour le jeune, on dit, il est le plus puissant là même là. Aïe, tout le monde a commencé à dire, le jeune, il est gentil, il est serviable. Tu le donnes commission pour aller au village. Le gars va dans la bourse pour aller faire la commission, puis il revient. Il cherche bagage des gens. C'est lui qui gâtait les enfants dans le village. Et puis les jeunes ont commencé à voler. Ils partaient rester dans la bourse là-bas pour voler les plantations des gens pour aller vendre ça en ville. Les filles là, elles passaient tout le temps. Étant au CE2, elles tombent enceintes. CM1, elles tombent enceintes. CM2, elles tombent enceintes. Aïe. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille. Alors, je salue l'initiative. Je vous demande de partager, de vous abonner parce que, en tout cas, ça nous éduque, ça nous fait voir des choses dont on ne soupçonnait pas l'existence. Il y a vraiment des gens qui vivent des trucs. C'est vrai que je passe mon temps à écouter. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai décidé de partager quelque chose. Je vais essayer de ne pas être très longue. Donc voilà, c'est une histoire de famille que je vais vous raconter. Alors, pour donner un titre, je vais l'appeler peut-être aide fatale. C'est un peu théâtral, mais ça va avec le sujet. Alors, il faut savoir que on vivait en famille avec ma mère, qui a des petites sœurs, donc mes tantes. Tante que je vais appeler Rose, qui était avec nous, mais qui a eu un travail qui a été affecté à l'intérieur du pays, dans une petite ville. Bon, c'est en Côte d'Ivoire. Dans une petite ville de l'intérieur. Il faut savoir que ma mère, c'est un petit frère.
Toute cette famille, on est assez soudés. Du côté de ma mère, on a presque grandi ensemble, on a partagé plein de choses. Donc, on s'est soudés, même avec l'oncle dont je viens de parler. On a été très proches et tout. Mais à un moment, il s'est séparé de tout le monde parce qu'il est devenu pasteur, je crois. Et dans sa religion, je pense qu'il ne va plus au village, il ne s'approche plus des gens parce que selon lui, les gens sont sorciers au village. Lui qui est censé avoir la force suprême, je suppose, tu pries Dieu. Mais en tout cas, personne ne le juge, personne ne... Voilà. Mais il a une femme avec laquelle il a plusieurs enfants, bien que leur situation soit assez précaire. Vraiment, c'est pas compliqué. Il y a des moments où ils ne savent pas comment vivre vraiment et tout. Et il a beaucoup d'enfants. Donc, ma tante Rose, qui a été affectée à l'intérieur du pays, elle appelle pour savoir est-ce que je ne peux pas prendre une des filles de mon grand frère, donc mon oncle, pour l'aider un peu, comme dans la même optique que ma mère a aidé, tout ça, pour l'aider un peu. Étant donné que j'ai une fille avec qui je vis seule ici, dans mon village là, comme ça au moins elles vont être deux, et puis elles vont pouvoir s'amuser ensemble et tout, tranquille. Il y a les négociations qui se font parce que mon oncle là, il donne des conditions, il fait des... Bon, en tout cas, elle finit par prendre la petite. Donc elle va avec la petite, entre-temps elle tombe enceinte et un jour elle revient à Abidjan parce qu'elle revient parfois nous voir pour qu'on fasse les fêtes de fin d'année ensemble avec une autre tante. Donc on fait ça en famille. Donc elle arrive plus tôt, elle était comme à 7 ou 8 mois. Donc elle arrive, moi je rentre à la maison, je la vois, je suis contente et tout, elle est très très enceinte, on sait que c'est... Mais elle dit elle va se reposer, elle va passer le temps et tout avec nous. Donc, on est là et le travail, ça commence, comment je vais dire, le travail commence plus tôt que prévu. Ça, c'est difficile, l'accouchement est difficile, elle va à l'hôpital, changer d'hôpital, nanana. Mais les enfants, ils naissent trop tôt, donc ils sont sous couveuse. Elle rentre à la maison, je pense que le lendemain soir, elle ne se sent pas bien, elle a des mauvais pressentiments, elle ne dort pas, donc elle appelle à l'hôpital, vous savez, bon, je ne vais pas juger les autres pays, mais en tout cas, Abidjan, parfois, pour avoir des soins ou pour avoir des nouvelles ou bien des informations, il faut courir après le médecin, c'est vraiment compliqué. Donc, on la met ici, on la met là-bas, elle se lève tôt le matin, elle va à l'hôpital parce que franchement, ça ne va pas, instinct de mère, je crois. Donc, elle avait eu des jumeaux, une fille et un garçon. Elle va à l'hôpital voir les enfants. Arrivée à l'hôpital, on lui dit que la fille est décédée. Ok. Comment ça, ma fille est décédée? J'ai appelé toute la nuit et on m'a rien dit. Parce que je suppose que des infirmières doivent veiller, qui sont de garde, doivent veiller sur les enfants qui sont sous couveuse. Donc l'enfant va rester là, s'étouffer, mourir et personne ne sait. C'est la personne qui prend la garde du matin qui vient constater le décès. Donc on donne le corps, elle va faire l'enterrement, on est triste, c'est vraiment triste. C'est les périodes de fête, c'est vraiment, vraiment, vraiment triste. Mais il y a le garçon qui reste. Il faut savoir que la fille, elle était plus en forme que le garçon et tout. Entre-temps, il faut savoir que quand elle est dans son village, là-bas, elle a une amie proche à laquelle elle laisse ses filles ou bien l'une de ses filles quand elle vient à Abidjan. Donc la dame l'appelle. Est-ce que je peux venir? Que ta fille que tu as laissée ici, je ne sais pas ce que la petite, la fille de mon oncle là, a fait là-bas, dans la maison de la femme, ou bien parce qu'elle prie. Donc je pense qu'elle a surprise en train de faire quelque chose, ou bien elle a vu quelque chose. Donc elle dit, est-ce que je peux venir te voir? Parce que la petite là a des choses à te dire. C'est comme ça que la dame prend sa voiture, elle arrive à la maison. Elle fait asseoir la petite, parle. Nous sommes tous choqués, ma mère, mon frère, tout le monde assis là. Que, ah, maman, pardon, je voulais te dire que, en fait, c'est moi qui ai tué ton enfant. Comment ça, c'est toi qui as tué mon enfant? Eh, que oui, en fait, je suis dans la sorcellerie, c'est vrai, je suis dans la sorcellerie. C'est là qu'on me dit que c'est vrai, parce que elle a des comportements bizarres, mais tu vas pas venir te plaindre à chaque fois, on n'est pas trop comme ça. Elle ne mange pas bien, elle ne s'amuse pas avec les autres enfants, elle attend quand tout le monde est couché la nuit pour aller faire des choses dans la cuisine, elle a souvent surprise, plein de choses. Et la petite, elle a comme une addiction, elle passe son temps à dessiner, elle est toujours en train de dessiner des trucs, elle dessine des trucs, mais c'est des trucs réalistes, elle fait comme des BD, vous savez, avec les personnages et les écriteaux, tout ça. Et ma tante dit qu'elle a déjà pris l'un de ses cahiers, elle l'a déchiré et jeté. Mais la petite, elle peut dessiner même sur des cahiers où c'est déjà écrit, elle va dessiner par-dessus les écritures, elle dessine tout le temps.
Et donc, elle a envoyé, la dame avec qui elle est venue a envoyé son nouveau cahier. Et même, je l'ai regardé. C'est comme il y a des discussions et des signes, des aides. Je pense que c'était une sorte de, de, de représentation de sa vie en parallèle, je sais pas, dans leur association dans leur confrérie de nuit là-bas, avec la réalité, dessiner des sirènes, des gens qui vivent sous l'eau, des gens qui marchent à l'envers, des gens, des femmes avec des sexes masculins, des femmes qui seront couchées avec d'autres personnes, d'autres femmes qui ont des sexes masculins qui vont coucher avec d'autres femmes pendant qu'elles dorment, et la femme saigne, d'autres meurent et tout. Tu as réussi ta mission, est-ce que tu as fait ceci? Vraiment, mais je vous dis des histoires qui peuvent, avec les écritures, les conversations, qui peuvent vraiment faire froid dans le dos. Donc ma tante nous parle de ça. Et la fille continue ses aveux que oui, en fait, j'étais déjà sorcière. Et puis quand je suis arrivée, on a mangé l'enfant de telle maîtresse, genre dans le village là-bas, on a mangé l'enfant de telle maîtresse, on a rendu telle maîtresse malade, on a tué tant, on a fait ceci, que oui, les gens qui m'ont accueilli là-bas, donc ils disent que comme j'ai mangé, c'est mon tour de donner, que comme ma tante enseigne, ça veut dire qu'elle sait depuis que ma tante attend des jumeaux et donc que eux ils ont prévu de prendre un des enfants. Comme elle ne pouvait pas donner sa tante, je suppose à cause de la prière ou quoi, donc eux ils vont prendre un des enfants dans le ventre de ma tante. Donc je suppose même que l'accouchement, quand elle est partie, parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que ma tante voyage, donc quand elle est partie, ils ont déclenché l'accouchement. Et donc l'enfant est mort. Et je pense que pendant la nuit où l'enfant est mort, là, il y a eu un problème. C'est ça qui a fait que l'autre dame s'est rendue compte et elle a pris directement pour venir. Donc elle explique ce qu'elle a fait, elle demande pardon. Elle dit que oui, et le problème c'est que en fait l'âme, ils avaient l'âme de l'enfant, mais l'âme était trop forte. L'âme est repartie chez sa mère. Donc les esprits avec qui elle fait ces choses la nuit là sont venus à la maison chez nous pour venir rechercher l'âme. Et tout ma tante tombe dans une transe, on prie. Je vous dis, mais nous sommes vraiment choqués, vraiment choqués. Elle voulait juste aider quelqu'un et voilà qu'elle est devenue le mouton de sacrifice. Ses enfants sont devenus les moutons de sacrifice dans cette histoire. On appelle son père qui est censé être le pasteur. Il vient à la maison, il se ramène, je pense, le lendemain. Et il ne fait pas d'excuses, il déclare que lui, il n'y a pas de sorcellerie chez lui, c'est pas possible, que c'est quoi, même pas d'excuses, même pas de compassion pour sa petite soeur. Rien du tout, que lui, il sait pas de quoi il s'agit et tout, mais en tout cas, si c'est le cas, lui, il va briser, que tout, elle est censée avoir pris ça ou à peine même s'il lui parle, même s'il lui pose des questions, même s'il est choqué. Et moi-même, quelque part, je me dis, est-ce que c'est pas sa sorcellerie là qui fait qu'il est maintenu dans une situation précaire, elle éloigne de tout et de tout le monde et tout, il n'arrive pas à voir le bout, tu vois. Et donc, il vient, il parle rapidement, vite fait, il prend sa fille, il repart. Donc ma tante est là, endeuillée dans les fêtes de fin d'année. Tout le monde est déçu, tout le monde est dépassé. Franchement, c'était terrible. Donc, c'était la première fois que j'étais confrontée à une situation où on vient te raconter de la sorcellerie comme ça. On te demande même où tu as pris ça. Non, j'ai mangé chez une tante quand on était à Bobo. Je sais pas. Tu sais, mais je pense que ces personnes-là mentent même en train de faire des déclarations. Est-ce que tu veux arrêter? Oui, non. Elle ne te dit rien, quoi. Tu sais que c'est parce qu'elle est obligée et qu'ils l'ont attrapée dans cette situation, justement, qu'elle a été obligée de parler de ça. Mais je pense pas qu'elle va arrêter. Et vraiment, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu et je voulais partager ça avec vous. Donc, prenez soin de vous. Mais bon, faut pas que tout ça nous empêche d'aider les autres. Allez, bonne soirée ou bonne journée. Bye bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Allô, bonjour, bonsoir DMG. Je vous appelle, c'est pour partager mon histoire. Je ne pourrais pas donner plus de précision pour raison de sécurité, mais vous voyez mon numéro, vous savez où ce que je vis. Et je suis d'origine du Congo Kinshasa. Moi, je vivais au Congo et j'étais un jeune. Moi, j'ai passé mon temps, je me suis concentré à mes études. Je faisais des choses comme tous les étudiants, mais je m'égarais pas tellement parce que je savais que la priorité c'était mes études.
Alors, quand j'ai fini, je me suis rendu compte que j'avais pas de petite amie, j'avais pas de fiancée. Et bon, je me suis dit, bon, c'est pas grave, on va faire avec. Et je me suis dit, je vais passer à la carrière et puis ça va suivre, quoi. Mais entre-temps, j'avais des filles qui étaient avec moi, mais j'avais rien de sérieux. J'avais personne qui pouvait dire que non, c'est moi là, où vous comprenez. Donc, je me suis mis à vivre comme tous les jeunes, à chercher son boulot. Et j'ai vu une fille qui travaillait pour un de mes amis. En fait, c'était la cousine à un de mes amis. Elle avait les courbes, quoi. Donc moi, je me suis dit, bon, je vais peut-être commencer avec cette fille. Et puis si ça marche, pourquoi pas aller. Mais en approchant la fille, je me suis rendu compte que ça n'aboutirait jamais. Nous sommes complètement différents. Mais le corps était sublime, quoi. Donc je me dis, même si ça n'aboutirait pas, mais si elle est consentante, pourquoi pas. On fait ce qu'on va faire et puis le reste, ça ira. Donc, je vais vers elle et puis elle accepte. Et je l'invite chez moi. La première chose que je remarque, c'est que le jour où elle vient chez moi, moi je prépare le terrain parce que moi j'habitais l'annexe. Je prépare le terrain, c'est-à-dire qu'elle va venir dans l'annexe et puis tout va se passer là-bas. Quand elle pose simplement son premier pied, ma mère sort de la maison et commence à l'engueuler. Je comprends pas, mais comment est-ce que maman a su que elle venait? Comment est-ce que, même si elle ne la connaissait pas, pourquoi elle n'a pas cherché à parler avec elle, ne fût-ce que discuter pour savoir qu'elle que chercher? Maman l'a engueulée et elle aussi, comme c'était une bonne joueuse, elle a fait semblant comme si elle venait pas chez moi. Elle a simulé et puis elle est partie. Moi, je l'ai rejoint. Et puis, on a parlé. Elle m'a dit elle ne viendrait plus chez moi. De toute façon, elle a fait ce qu'elle pouvait faire. C'était à moi de créer une autre opportunité. Et moi, je suis resté, mais j'ai dit, mais non, c'est pas possible. Moi, j'avais l'opportunité en or. Ça, c'était une passe en or et puis je rate ça comme ça. Mais il y a une partie de moi qui dit, il faut abandonner. Laisse ça. C'est que tu ne comprends pas, tu laisses. Mais moi, j'étais toujours têtu parce que, bon, en fait, j'étais dans mon esprit, dans ma tête, j'étais emporté, quoi. Et quelques jours après, par contre, son appel, elle me dit, je dois lui chercher un ordinateur. Elle me donne les caractéristiques et puis elle me dit, on trouve l'ordinateur et puis elle me dit, tu vas me l'apporter. Je vous dis, chose curieuse, elle me demande de l'apporter. L'ordinateur dans la ville où elle va, c'est la ville où la petite fille aussi, avec qui j'ai failli être il y a quelques jours, s'en va. Moi, je ne savais pas. Je ne savais rien de tout ça. Je suis allé. Et puis, mon ami me dit, tu vas aller saluer ma famille. D'ailleurs, c'est la ville de ma famille. Je vous dis que c'est à 400 km. Et je vais là-bas. Je trouve la fille. Il y a une partie de moi qui dit, ok, c'est l'occasion. L'autre partie me dit, non, c'est trop suspect. Mais comme j'étais trop emporté, j'ai dit non, ça va rien faire, je vais... Et puis ça va passer. Je vous dis que il y a une de ses cousines qui apparemment, je ne connais pas à quel niveau elle a compris ça, si c'était par le Saint-Esprit ou c'était une sorcière aussi,
Elle s'est interposée. Elle a dit, personne ne bougera sans que moi aussi je n'aille. Et l'autre, la fille, ma fille, la fille qui m'a tiré, elle s'énerve. Pourquoi tu peux pas me laisser tranquille? Partout où je veux, toi aussi tu peux aller. Elle lui dit, ça c'est mon frère aussi, je le connais depuis le quartier. Si vous allez, pourquoi moi je ne devrais pas y être? Donc nous sommes allés. Je vous dis, dans ma tête, je me dis, je vais passer le numéro de ma chambre à la fille et puis on va se séparer et puis on va se retrouver. On rencontre un incident d'abeilles sorti de nulle part devant nous. On voit déjà les gens sont en train d'être agités, mais ils ne sont pas encore à notre niveau. Moi je leur dis ne bougez pas. Elle me pose la question, pourquoi tu dis ne bougez pas? Je leur dis, vous ne voyez pas ce qui se passe devant nous. Il y a quelque chose qui se passe mais on ne comprend pas. Vous voyez, les abeilles, vous n'êtes pas capable de tout voir, quoi. Et puis finalement on comprend que ce sont des abeilles. Et je me couche, elle se couche aussi et les abeilles passent. Après je me dis, ça c'est plus normal. Comment il y a autant d'obstacles entre cette fille et moi? Ok, on va rentrer à la maison, je ne veux même plus partir où que ce soit. On rentre à la maison. Je rentre à la maison et puis pour moi c'est fini. La fille essaye, je dis non, non, non. Pour moi c'est fini. Il y a trop d'obstacles, ça semble bizarre. Et puis je vais apprendre que la fille, elle est orpheline parce que elle a été chassée de chez elle parce que elle a été soupçonnée d'avoir tué sa propre mère dans la sorcellerie. Et puis, telle qu'elle est là, tout le monde sait que c'est une sorcière. Ah là, je comprends que sa cousine, quand elle a voulu venir avec nous, parce qu'elle savait que j'avais une attirance pour elle, elle a voulu me protéger, mais moi je ne savais pas. Je vous dis que après moi, mon ami, le cousin de cette même cousine est mort bizarrement. Le grand frère de cette même fille est mort. Le grand frère de mon ami, l'oncle, en fait c'est l'oncle, est mort bizarrement. Et là j'ai su que des fois il y a des choses qui nous échappent mais on comprend pas. Mais la vérité est plus dure que ce que l'on cherche. Des fois quand les choses ne marchent pas, il ne faut pas se plaindre. Il faut chercher à comprendre. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bon, je sais pas si j'ai été bien comprise, mais si c'est pas le cas, vous allez me le dire, hein. Comme ça, je vais bien raconter avec beaucoup de détails. Je voulais vraiment faire court pour cette première histoire qui est mon expérience personnelle. C'est juste dans l'optique de conscientiser, hein, et de conscientiser vraiment les jeunes, hein, les jeunes. Voilà. Donc là, pour l'histoire que je voulais raconter, et vraiment aussi dans l'idée de conscientiser, parce que j'entends beaucoup ce genre d'histoires ici sur DMG TV. Il y en a tellement que parfois on se dit, bon, les gens le font juste, les gens préfèrent raconter peut-être, mais non, ces histoires existent. Là, je vais raconter l'histoire d'une jeune fille ici à Kinshasa qui vient de rendre là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette jeune fille? Elle devait avoir autour de 22 ans. Elle avait son fiancé avec qui ils ont fait 2 ans. Une relation un peu, voilà, une relation, on dit ici à Kinshasa, tantôt plutôt, hein. Vous voyez, genre, voilà, qui évolue à pas de torture. Une relation comme ça, le jeune s'est débrouillé. Alors, la fille, elle a rencontré quelqu'un.
Elle a rencontré quelqu'un qui lui fait beaucoup de promesses, qui lui dit qu'elle devait abandonner son ancienne relation parce que le gars ne va rien lui donner. Donc, ça fait 2 ans, le gars ne pense même pas se présenter chez elle. Et voilà, le gars ne fait rien pour elle. Et c'est une femme, elle grandit, elle évolue déjà. Normalement, elle doit se mettre en valeur, bref, se marier, être, voilà, ça va la mettre en valeur dans sa famille, chez ses amis et tout. Alors, le monsieur s'est présenté comme n'ayant pas de famille ici à Kinshasa. Toute sa famille vit à l'Occident, en Occident, et lui-même, il n'est pas permanent ici. Il vit à Dubaï. Il vient juste vendre ses affaires et une partie de sa famille vit à Lubumbashi. Bref, le monsieur s'est présenté seul devant la fille et il ne lui a présenté personne d'autre. Alors, la fille aussi de son côté, elle n'avait pas présenté le monsieur chez elle. Ils ont fait jusqu'à 1 mois de relation. Tout se passait bien. Et alors que le monsieur voulait rentrer à Dubaï, d'après ce qu'il avait dit à la fille, il a sollicité qu'ils aient des relations sexuelles. Comme ça, lui, il va partir. Et c'est ce qui s'est passé. Il a laissé des cadeaux à la fille, en tout cas, avec de l'argent, beaucoup de cadeaux. Et il est parti. Après ça, la fille elle est rentrée chez elle. Ils ont aussi parlé. Ils ont parlé par téléphone. Au milieu de la nuit, pendant qu'elle dormait, elle a commencé à avoir des douleurs atroces dans son ventre. Elle a commencé à avoir des douleurs atroces, jusqu'à réveiller tout le monde. Et on lui demande qu'est-ce que tu as fait, comment s'est passée ta journée, et voilà. Il y a même des vidéos qui circulent, sauf que j'ai pas voulu recevoir la vidéo, sinon je l'aurais envoyée. On lui a demandé qu'est-ce qui se passe, tu étais avec qui et tout ça, qu'est-ce que tu as fait, voilà, pourquoi autant de douleur, parce que la douleur était tellement inexplicable, elle s'est tordée tellement de douleur que on a essayé de donner des produits, ça n'a pas marché, et là on a commencé à lui poser des questions. Alors c'est là qu'elle a commencé, elle n'a d'abord pas parlé, hein. Et c'est lorsque elle a commencé à avoir des asticots qui lui sortaient par le bas, par voie vaginale bien sûr, des asticots vraiment horribles. Elle a commencé à parler, elle a raconté son histoire, elle a avoué. Malheureusement, ils n'ont pas eu assez de temps. Ils ont essayé de contacter le monsieur, son numéro n'est passé plus et personne ne le connaît malheureusement. Et ça a vraiment causé la mort de la fille. Donc, elle a rendu là. Voilà, je voudrais vraiment conscientiser plus d'un que ces choses sont réelles. C'est vraiment réel, prenons conscience. Et comme conseil par rapport à ces 2 petites histoires, c'est vrai, l'amour, patati patata, mais ce que je vais demander, c'est que pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui sont musulmans et autres, je sais pas, vous savez, la parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu ne ment pas. Quand le Seigneur nous interdit d'avoir de relations sexuelles hors mariage, c'est parce qu'il nous préserve, nous. Ce n'est pas pour l'intérêt de Dieu, mais c'est pour notre propre intérêt. Vous allez voir que la plupart de ces histoires, pour femmes, pour hommes et tout ça, en tout cas la plupart tournent autour des sexes. Autour du sexe, j'allais dire. La plupart tournent autour du sexe et vraiment les conséquences ne sont pas bonnes. Si on peut au moins se préserver, chacun en respectant la parole de Dieu jusqu'à son mariage, je pense qu'on aurait vraiment de moins en moins de dégâts. C'est vrai qu'on est humain, la chair peut faillir, mais faisons le plus d'efforts parce que les temps ne garantissent rien. Il y a ces histoires où les gens ont juste la première nuit, ça s'est passé comme ça la première nuit, mais il y a encore une histoire que j'ai entendue même ici à DMG où la femme, elle a connu le monsieur, ils ont fait 2 ans ensemble, 2 ans, et après ces 2 années, le monsieur venait même jusqu'à chez eux à la maison, mais le monsieur a quand même voulu la sacrifier après 2 ans, vous voyez.
Donc, le temps ne garantit rien. C'est pas parce qu'on a fait un an, on se dit, je connais la personne, elle va pas me faire du mal. On ne connaît rien. La seule personne qui maîtrise le monde, c'est Dieu. C'est lui qui maîtrise tout le monde. En fait, nous, on ne connaît rien. On ne peut que se fier sur ce qu'on voit. Donc, c'est un peu ça. Je sais pas, j'essaie vraiment d'être le plus court que possible. Voilà. Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMG. Je suis votre grand fan depuis la France. Je vous ai déjà contacté une fois, mais c'était pour vouloir aider une personne. Donc, je vous dis d'abord grand merci pour votre émission. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui travaillez pour améliorer notre vie, parce que la connaissance, c'est la connaissance qui améliore la vie des personnes qui ne connaissent pas. Donc, je voudrais vous raconter mon histoire. Cette histoire, je veux vous la raconter pour faire réfléchir tous mes compatriotes ou tous les Africains qui viennent ici en France, qui viennent en Europe en général, qui doivent savoir que ce n'est pas tout le monde qu'on doit aider. Mon histoire a commencé en 2000. Quand je suis arrivée ici en Europe, je me suis mariée, j'ai vécu avec un Français. Alors, en quittant le pays, j'avais laissé mon fils là-bas. En laissant mon fils, un jour, il partait au village, il a rencontré une certaine tante. Et la tante lui a dit qu'elle me cherche fatiguée, elle m'a suivi au Gabon, elle ne m'a plus trouvé au Gabon, elle ne sait pas où juste là où je suis. Si mon fils peut lui donner mon contact, et mon fils a pris le contact, lui a donné. Je venais d'arriver en France et j'avais déjà fait seulement 4 mois. Alors cette tante m'a appelée. Elle m'a expliqué comment elle souffre là-bas, comment elle a perdu sa fille, comment tout ça. J'ai entendu ses lamentations. Elle m'a demandé si je peux l'aider. Et je lui ai dit oui, j'ai la possibilité de t'aider. Parce que la personne que j'ai épousée, c'est une personne avec un cœur sur la main, donc il peut m'aider. Et comme on venait de me payer, donc on va faire les débats pour te faire venir. Alors, j'étais à l'hôpital quand elle m'a appelé là. Alors, quand je suis sortie, le jour où je suis sortie de l'hôpital, avec même, j'ai attaché mon ventre avec un foulard pour pouvoir marcher. Je suis montée directement à la mairie à aller faire les papiers, l'hébergement, comme je devais faire les démarches pour venir et mon mari m'a aidé. Donc, on a fait tous les papiers, elle est venue. Quand elle est venue, j'étais la première personne à l'accueillir à l'aéroport. La première nourriture qu'elle a mangée en France, c'est la mienne. L'eau, c'est la mienne. Et je peux dire aussi, le premier slip qu'elle a porté en France, c'est moi qui l'avais acheté. Donc, elle est restée à la maison. J'ai constaté, en restant à la maison, j'ai constaté qu'il y avait les petites fioles dans la douche, dans la chambre. Elle mettait les petites fioles partout. Donc, et je ne m'entendais plus avec mon mari. La situation n'allait pas très bien. Ensuite, en voyant cela, je rentrais, comme je partais au travail, je la laissais avec mon mari. Et mon mari s'est plaint d'elle parce que mon mari était handicapé, qu'il a voulu que la dite dame l'aide à aller à acheter la cigarette. Elle a dit qu'elle ne peut pas sortir avec un handicapé. Donc, mon mari était très fâché.
Quand la fin du mois arrivait, durant le temps de l'absence de mon mari, elle ne faisait qu'appeler au pays pour montrer à tout le monde qu'elle est déjà en Europe. Et quand la fin du mois arrivait, la facture a grimpé à tel point que mon mari a pété le plomb. Il a dit, il faut que tu la fasses partie de cette maison. Je ne peux pas payer des factures si énormes. Alors, elle connaissait une personne à Castres, elle est partie à Castres. Et après, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Moi, je suis restée dans mon ménage, mais ensuite, ça n'allait pas. Le jour que je faisais les ménages, chaque fois, je ne faisais qu'enlever les fioles là et je les balançais à la poubelle. Alors un jour, je me suis séparée de mon mari, je suis partie en Maraîchèche. Elle était à Castres et elle a trouvé quelqu'un là-bas qui l'a épousé, tout ça. Et je ne sais pas comment ça s'est passé. Les années, environ 2 ans plus tard, elle m'a appelé, elle me dit ça ne va pas, machin truc. Je lui ai invité chez moi, là où moi j'habitais dans la maison de mon patron. Parce que j'avais une chambre dans la maison de mon patron. On dormait sur le même lit. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à sentir quelque chose qui sifflait à mon oreille droite, comme si c'était le criquet. Je ne sais pas, on appelle ça quoi? Je peux dire le criquet qui siffle le soir là. Donc, alors, quand ça sifflait comme ça, et j'ai commencé à avoir des étourdissements, je ne savais pas comment ça s'est passé. Un beau jour, le patron a dit non, ça n'est mal, il faut qu'elle parte. Je lui ai laissé passer, elle a eu les problèmes là-bas. J'ai même pris l'argent, j'ai envoyé parce qu'elle a détourné l'argent à l'hôpital où j'ai travaillé. Elle a volé les chèques chez les patients de la maison de retraite. Et ensuite, après, elle m'a appelé qu'il faut que je l'envoie l'argent. Si sans ça, elle va aller en prison. Moi, je l'ai envoyé l'argent. Je ne savais pas que durant tout le temps qu'on était là, elle ne me voulait pas du bien. Ce que j'ai d'abord constaté quand j'étais encore chez mon mari, il y a un cousin qui est en Belgique qui m'a appelé, qui m'a dit que on fuit la mort au village et puis tu nous l'amènes ici. Quand quelque chose va t'arriver ici, ne nous appelle pas. Il y a une autre femme qui m'a appelé aussi, que je ne connais pas. Je ne la connais ni d'Ève ni d'Adam, je ne l'ai jamais vue, qui m'a appelé me dire que tu connais la femme que tu as amenée là, ce qu'elle fait dans sa vie. Donc, quand quelque chose va t'arriver là, ne nous appelle pas. Et j'avais répondu à cette dame que maintenant qu'elle est déjà là, vous venez me dire pourquoi. Pourquoi il ne fallait pas me dire quand je voulais la faire venir. Vous voulez que je la fasse quoi? Ensuite, là où je travaillais, j'ai déménagé, je suis partie dans une autre ville où j'ai commencé à travailler à l'hôpital. Et comme j'avais eu un accident étant très jeune, mon pied ne supportait pas la station debout longtemps. Donc j'ai dû démissionner à l'hôpital et il manquait la main-d'œuvre. Et comme cette personne était au village, elle était infirmière scolaire, donc j'ai parlé à ma chef que, comme tu vois là, j'ai une personne qui peut venir me remplacer ici à l'hôpital, est-ce que vous pouvez la prendre? C'est ce qui s'est passé, je l'ai invitée, elle habitait chez moi et puis elle a commencé à travailler à l'hôpital.
Et quand elle a habité chez moi, j'ai commencé encore à ressentir les étourdissements et quand je dormais dans ma chambre, une personne me plaquait au lit et je ne voyais pas la personne parce qu'elle dormait de l'autre côté de l'appartement. Donc, je ne voyais pas la personne. La personne me plaquait au lit et si je ne commençais pas à réciter notre Père qui est aux cieux, je n'arrivais pas à me débarrasser de cette présence. Les trucs ont commencé à survenir dans ma vie. Je marche comme ça, j'ai l'étourdissement à tomber, mon cœur battait la chamade et je suis partie à l'hôpital. J'ai eu l'hypertension, ma tension était élevée jusqu'à 19. Ma tension était élevée. On me demande si jeune comme ça et puis tu as la tension comme ça, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis je ne sais pas. Alors j'ai commencé à suivre le traitement, mais malgré ça, la situation ne faisait qu'empirer et j'ai cherché, je suis allée voir l'agence qui m'a loué mon appartement pour qu'on la trouve son appartement. Et on l'a trouvée, elle est partie habiter là-bas. Un jour, je faisais une autre formation. Je rentrais de ma formation, elle a préparé le lapin. Elle a amené toute la marmite du lapin venir me donner. Ah, c'est tout simplement pour te remercier parce que sans toi, si je n'ai pas eu ce travail, ceci ou cela, machin truc, moi je croyais que c'était la réalité. J'ai mangé le lapin. À partir de là, les ennuis ont commencé. J'ai commencé à être malade. Quand je m'en vais à l'hôpital, on dit qu'on ne voit rien. On fait tous les examens, on ne voit rien. J'avais aidé aussi une fille du Cameroun là-bas qui habitait aussi ce mois de temps en temps. Alors, quand j'ai dit j'ai expliqué à cette fille tout ce que je ressentais et comment la maladie évoluait, comment quelqu'un venait se coucher sur moi, comment je n'arrivais plus à marcher, tout ça. Elle m'a dit que c'est une histoire mystique, donc elle va essayer de m'aider. Elle est partie à Lourdes aller chercher le sel béni et l'eau bénie à Lourdes. Elle est revenue. Comme je n'arrivais même plus à soulever la main pour manger, je n'arrivais même pas à m'asseoir pour voir la télé, c'est elle qui partait me ramasser dans la chambre, m'aider à me lever, me traîner, m'amener au salon et elle me nourrissait comme un enfant. Pour aller aux toilettes, elle partait, elle me tenait même quand j'étais assise aux toilettes. Donc, elle a pris le petit matelas qu'il y avait dans la maison. Elle est allée au salon. Elle m'a dit de me coucher dessus. Elle m'a aidé à me coucher dessus. Et puis, elle a mis le sel tout autour du matelas et mettre sur moi. Elle a pris l'eau bénite. Elle m'a oint et elle m'a fait boire un peu. Elle m'a dit qu'il faut que, comme je n'arrive même pas à parler, il faut que je prie intérieurement. Elle a commencé à réciter la prière catholique. Elle a prié et moi aussi je priais. Prier et moi aussi je priais. Elle m'a ramené dans mon lit, on a dormi. Le matin tôt, elle est partie me prendre encore à 5 heures. Elle a mis le matelas au salon. Et elle a commencé encore la même rengaine. On a prié. Là, je me sentais un peu mieux. Moi-même, je me suis forcée à me lever pour m'asseoir. Elle est venue m'aider. Elle m'a traîné jusqu'au canapé. Elle est partie faire le café. Elle est venue me donner pour boire. Moi-même, j'ai tenu la tasse avec les mains. Elle me dit, tu vois, je t'ai dit que c'est mystique. On continue, ça va aller. Et autour de 9 heures, là, j'avais un ami qui venait me rendre visite là,
Il vient, il me dit, hey, il sonne à l'interphone. Ma cousine là répond, mon amie là répond. Elle me dit, c'est quelqu'un que tu connais, il veut monter, quelqu'un que je vais taire le nom, qui veut monter. Et je lui dis, fais-le monter. Le monsieur est venu, il s'est assis, il m'a demandé comment j'allais. Il me dit, tu sais, tout de suite là, ta tante est tombée au milieu de la place et on est venu la soulever pour l'amener à l'hôpital. Elle voulait aller au travail, elle est tombée, on est venu la soulever et maintenant elle est aux urgences là-bas. J'ai dit que depuis que je suis tombée malade, elle n'a jamais mis pied ici. Pourquoi moi je vais m'intéresser à elle? Dans l'après-midi, on a fait aussi la même prière. Avant que j'aille me coucher, on a fait la même prière. Et le lendemain matin, quand je me lève, moi-même je me lève, je viens. À 5 heures, on commence encore à prier. Puis je me lève, je m'en vais à la douche, je me douche, je viens m'asseoir, regarder la télé, puis je dis à mon ami là que, comme tu vois là, on va aller faire les courses, il n'y a plus grand chose au frigo, on va aller faire les courses. Il me dit qu'attends, on ira faire même autour de 11 heures, on a le temps. Elle aussi est partie à la douche. Le temps qu'elle était à la douche, il était déjà 9 heures. J'attends l'interphone sonner. Je me suis levée et je suis partie à décrocher l'interphone. Et j'entends seulement ma tante là qui m'appelle et me dit, tu m'as amené ici en France pour me tuer. Je te demande, est-ce que tu m'as amené ici en France pour me tuer? Tu m'as amené pour me tuer. Je lui dis, je te tue pourquoi? Dis-moi pourquoi. Il me dit, tu sais de quoi je parle. Tu veux me tuer. Alors j'ai répondu, ah, donc c'était toi? J'ai raccroché. Je suis venue dire à mon ami là, comme tu vois là, c'est ma tante qui m'a appelé, qui me dit que je l'ai amenée ici en Europe pour la tuer. Elle me dit, ah, je t'ai dit que c'était mystique ta maladie là. Tu vois, depuis qu'on a commencé à prier avec l'eau sel et l'eau bénite, tu vois, tu te portes déjà un peu mieux. Et dans l'après-midi, voici mon ami là qui revient et me dit, est-ce que tu as vu ta tante? Je dis non. Il dit qu'elle est devenue noire. Noire. Elle qui est née claire. On l'appelait la chinoise. Elle qui est née claire. Et comme elle mettait encore les pommades dans son teint clair, elle était devenue comme métisse. Maintenant, si tu la vois, elle est noire, comme quelqu'un qu'on a tout brûlé. Donc, je me suis tue. Moi, je suis partie. On est parti faire les courses. Au retour, je viens et puis le lendemain, on refait la prière et mon amie là me dit que comme ça va déjà, elle va rentrer. Je suis restée faire les prières moi-même et quand on se croise, cette dame me fuit, elle me fuit. Dès qu'on se rencontre, elle me fuit. Après, 2 jours plus tard, j'entends seulement qu'elle est partie au Cameroun. Et 3 jours plus tard, je la revois encore. Elle est partie au Cameroun et elle n'a pas mis longtemps. La voilà déjà de retour. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est mon frère qui m'appelle au Cameroun et me dit que la personne que tu as amenée là-bas en France est venue se soigner ici et dit que tu voulais la tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que je me mets à raconter cette histoire. Après, elle a envoyé les hommes chez moi venir faire la monnaie. Je ne savais pas, c'était mon voisin, donc je ne savais pas que c'est elle qui a donné l'argent à mon voisin pour me demander de lui faire la monnaie.
Elle a pris l'argent. Elle est partie faire la monnaie. Elle est partie prendre... Elle a pris mon argent plutôt. Je ne sais pas. Elle est partie féticher avec ça. Je ne sais pas. Et à partir de là, j'ai recommencé à tomber malade. Et comme elle habitait chez moi, elle avait fait le double des clés. Mes slips ont disparu. J'avais un string rouge, un string noir avec une grosse fleur rouge derrière. Le string a disparu dans ma maison. Ma poire que je me purgeais a disparu. Beaucoup de choses ont commencé à disparaître. Quand j'ai vu comme ça, j'ai changé la serrure de ma maison. J'ai mis une autre serrure. Alors, j'ai commencé à être malade, aller au Cameroun. Chaque 3 mois, il fallait que je voyage. Chaque 3 ma vie n'allait pas. Chaque 3 mois, il fallait que je voyage. Dès que je rentre du Cameroun, elle me voit comme ça et prend fuite. Mais après quelques jours, ça recommence. Toujours. Jusqu'à l'heure que je vous parle là, je suis partie faire 3 ans au Cameroun. Je suis revenue en France, ça fait seulement 1 an. Pendant 1 an, j'étais en paix. Et maintenant, elle a repris encore parce que quand je partais faire les prières, on la chassait de mon corps et quand on la chassait, elle partait, elle prenait d'autres personnes, ils venaient encore entrer dans mon corps. Donc la dernière fois qu'on s'est vu, durant les 3 ans que j'étais au pays là, on s'est vu, elle est venue au dé de l'une des femmes de son père, son défunt père. Alors, au dé de l'une des femmes de son défunt père, moi je suis partie l'attraper là-bas. J'ai dit que je vais te bastonner parce que j'en ai marre de toi. Tu me fais trop souffrir et pourtant c'est moi qui t'ai aidé à aller en France. Et les gens sont venus m'attraper. Elle est venue, elle m'a dit que tu dis que c'est moi qui te dérange. Je ne suis pas la seule. On est 2 groupes. Ce n'est pas moi seule qui parle dans ton corps. On est 2 groupes. Et pourtant, personne n'a jamais parlé dans mon corps. Je ne l'ai jamais dit. C'est elle qui dit ça. On est 2 groupes. Et devant ses frères, devant ses sœurs, elle a dit ça. Donc, je suis partie me soigner. Et chaque fois que je me soigne, elle recommence. Je m'en vais chez les pasteurs dès que je reviens ici. Donc, je fais appel à toute la communauté MDG. Je vous en prie, venez à mon aide. Tous ceux qui peuvent m'aider d'une façon ou une autre, aidez-moi. Moi, je n'avais pas envie de faire le mal. Si je suis encore en vie aujourd'hui, c'est parce que je n'ai jamais fait de mal à quiconque comme ça. Je n'ai jamais eu l'intention de faire du mal. Si j'ai fait du mal, peut-être inconsciemment, mais je n'ai jamais eu envie de faire du mal à quelqu'un. C'est pour cela qu'un jour, elle est venue s'asseoir dans mon canapé, me dire, en ce temps-là, je ne connaissais pas vraiment qu'est-ce qui n'allait pas. Elle me dit que on cherche à te tuer, tu ne meurs pas. Pourquoi? Dis-moi comment on t'a fabriqué au Cameroun. Je lui ai demandé comment on fabrique les gens. Je sais que on m'a mise au monde, c'est tout. On ne m'a jamais fabriqué. Elle me dit non, tu sais ce que je dis. Et elle est sortie du coup. Donc, si elle n'a pas réussi à me tuer, c'est parce que je n'ai jamais fait du mal à cette femme. Donc, je prie la communauté MDG de m'aider si quelqu'un a une solution parce que à l'heure que je vous parle là, je suis même en train de jeûner. Je fais des jeûnes de 3 jours à sec. J'ai fait les jeûnes maintenant, je suis à 1 semaine et demie de jeûne. Donc, je jeûne dans la journée, le soir je mange. Et je prie beaucoup. Mais cela n'empêche pas les personnes qui en veulent à ma vie de venir parce que chaque fois, une fois que j'ai eu des couches de nuit, donc ils entrent par les couches de nuit. Dès que j'ai une couche de nuit, c'est un mauvais esprit qui entre dans moi. Donc, je prie
tous ceux qui peuvent m'aider à m'aider. Et je remercie tous ceux qui vont écouter cette histoire, liker et abonnez-vous. Peut-être en racontant à d'autres personnes mon histoire, peut-être l'aide me viendra de quelqu'un que je ne connais pas. Donc, merci, c'était mon histoire, DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Commentez, likez, partagez. Donc, écoutez la 6e histoire. Salutations à DMG, salutations à toute la communauté. Donc, n'oubliez pas de liker, de partager. Voilà, c'est toujours important pour le travail de sensibilisation. Alors, donc, je vais comme ça vous raconter l'histoire. L'histoire se déroule au Gabon. À l'époque, j'étais en première année d'université. Je venais d'avoir mon bac, donc. Et on avait pris un appartement où je vivais avec des amis et ma petite amie à l'époque. Donc, voilà qu'une nuit, je vais faire un songe. Je fais un songe et le scénario du songe se déroule dans notre chambre. Et sur notre lit, je suis en train de dormir avec ma petite amie et je vais rêver qu'elle se fait abuser. Donc il y avait des personnes qui étaient autour d'elle qui essayaient de la brusquer pour l'atteindre sexuellement. Et c'est comme ça que je vais intervenir. Donc je vais intervenir, je vais repousser les personnes. Et au bout d'un moment, je vais me retrouver bloqué sur le lit. Donc les personnes que j'essayais de repousser vont se retourner contre moi. Donc je précise que je n'avais pas la possibilité de pouvoir détecter, voir les visages des personnes concernées. Et donc dans le son, je vais me retrouver bloqué sur le lit. Je vais retrouver mes bras bloqués, mes jambes bloquées, donc j'essaie de bouger et je n'arrive plus. Et au bout d'un moment, je me rends compte en fait que ce n'est pas juste une histoire de songe, ce n'est pas juste une histoire de rêve, mais je me sens impacté également dans la réalité. Voilà, je me sens impacté au point où j'essaie de me débattre. Je me rends compte maintenant que je veux sortir du rêve. Je veux me lever pour pouvoir me débattre. Je n'arrive plus. Au moment, généralement, lorsque ce genre de choses nous arrive, le premier des réflexes qu'on a, c'est de vouloir invoquer le nom de Jésus. Donc, je veux crier au nom de Jésus. Les premiers mots que je veux sortir sortent à peine et après, je ressens une main qui se pose sur ma bouche. Donc la main se pose sur ma bouche et m'empêche de pouvoir dire quoi que ce soit. Et vous voyez généralement lorsque vous êtes sous l'eau et que vous perdez le souffle, du coup vous voulez remonter rapidement pour pouvoir respirer. Et la sensation de quand vous sortez pour respirer, le premier réflexe c'est cette inspiration-là que vous essayez de prendre. Donc, au moment où la main est posée sur moi, j'essaie de respirer, mais je n'arrive plus. La main qui était sur ma bouche a réussi à bloquer non seulement ma bouche, mais mon nez également. Donc, la respiration, je ne l'avais plus. C'est comme ça que je me débat. Je me débat avec insistance. Et à cet instant, ma petite amie à côté va se réveiller. Elle va se réveiller, elle va constater que je suis en train de bouger, un peu comme si j'étais en difficulté pour pouvoir m'en sortir d'une étreinte. Donc, elle va me bousculer. En se réveillant, elle me bouscule jusqu'à... Elle va tellement insister qu'au final, je vais me réveiller. Et quand je vais me réveiller, c'est un peu comme l'exemple que je vous ai pris tout à l'heure. Je sors la tête sous l'eau. Voilà, j'avais la tête sous l'eau et quand je ressors, je prends une forte expiration et inspiration. Donc, je cherche le souffle. Et là, elle va me demander qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais prendre le temps d'abord de récupérer mon souffle. Et après, je vais l'expliquer. Voilà ce qui s'est passé. Tu étais en train de te faire abuser. Donc, dans le contexte que je vous ai évoqué. Et juste après, elle va me dire, il se trouve que moi également, j'ai fait un rêve. Et tout ça se déroule dans la nuit, comme je vous disais. Elle va me dire que j'ai fait un rêve. Évidemment, dans le rêve, on est en train d'abuser de moi.
Dans le rêve, on était en train d'abuser de moi, j'étais en train de me débattre, j'appelais au secours et tout le reste. Donc, elle va me raconter exactement ce que moi j'ai eu à voir dans mon rêve. Alors, chose étrange, on a vécu le même rêve de manière interposée. Elle vivait sa situation, moi je vivais ma situation, mais c'était le même rêve qu'on était en train de vivre et ça se déroulait dans notre chambre. Donc, c'est par la suite, après, donc en discutant, que on va se rendre compte d'une chose où, après, bien sûr, lorsque les émotions seront un peu descendues, je vais me rendre compte, en fait, que ce n'était pas seulement un rêve qui se déroulait. Ce n'était pas un rêve, mais il y avait de la réalité dans ce qui s'est déroulé. Parce que lorsqu'elle intervient pour me faire sortir de mon sommeil, je vous assure que j'étais impacté physiquement. J'étais impacté physiquement parce que je ressentais moi-même l'impact de la présence qui avait eu à me serrer les bras, la bouche, les jambes et tout le reste. Donc, je ressentais l'impact de ses mains posées sur moi. Et comme je vous disais, le temps de récupérer mon souffle et tout le reste. Et c'est par la suite, après, que je vais me rendre compte que, en fait, j'étais dans ce qu'on appelle, ça c'est avec plus de recherche que j'ai compris que j'étais dans ce qu'on appelle le monde astral. Ou si vous préférez, j'étais sous le plan astral. C'est le monde qui va se trouver entre le monde réel, donc le monde physique dans lequel nous tous nous sommes, et le monde du sommeil. Voilà, au milieu, il y a le monde astral où l'esprit peut voyager parce que c'est la métaphysique. Bon, là, c'est un peu plus scientifique comme ça. C'est la métaphysique et l'esprit peut voyager, l'esprit peut sortir du corps. Ce qu'on appelle vulgairement ou populairement la paralysie du sommeil. Voilà, je l'ai vécu, mais j'étais dans ce monde-là où, dans ce voyage, j'ai vu ce qui se déroulait et parce que je ne suis pas de ce monde-là, les entités m'ont détecté vouloir venir intervenir et ils sont venus contre moi. Et on peut également appeler ça donc vulgairement sortir en vampire. Je pense que c'est ce que j'ai eu à faire à cet instant-là, mais sans m'en rendre compte. Donc, s'il y a un moyen d'édifier dans ce récit-là, c'est que généralement, lorsqu'on se met avec quelqu'un, il faut réaliser qu'on ne se met pas seulement avec quelqu'un de manière physique. Il y a également le côté spirituel qu'il faut prendre en compte. Et dans ce conte que je viens de vous faire, il faut réaliser cet aspect-là de manière positive comme de manière négative. De manière négative, pour commencer, il faut voir que généralement, il y a des personnes avec qui on se met qui sont dans des situations spirituelles, j'ai envie de dire, difficiles. Difficiles pourquoi? Parce que parfois ces personnes-là sont liées dans leur famille, il y a des liens qui ont été tissés et tout le reste. Et donc ces personnes-là ont parfois déjà des relations, des maris, sont déjà dans des situations relationnelles, spirituelles bien liées. Quelqu'un a déjà son mari de nuit, quelqu'un a déjà sa femme de nuit, quelqu'un, avant même qu'elle ne vienne au monde, on l'avait déjà promis à X ou Y personne. Et donc, quand toi, tu viens te mettre avec cette personne-là, tu viens contrecarrer ce qui avait déjà été mis en place. Et naturellement, ces entités-là vont te voir comme un ennemi. Ça, c'est le premier aspect. Et l'autre aspect qui serait un peu plus positif, c'est que parfois, lorsqu'on se met avec quelqu'un qui a, j'ai envie de dire, si je peux dire ainsi, un esprit fort, qui a un esprit assez clairvoyant, qui a certains dons qui lui permettent de voir des choses, mais également de pouvoir intervenir, cette personne-là peut nous sortir de pas mal de situations. Voilà, cette personne peut nous sortir de pas mal de situations. Et pour recoller avec l'histoire, imaginez-vous un instant que ma petite amie, à cet instant-là, ne s'était pas rendu compte que j'étais en difficulté,
que j'étais vraiment en train de me débattre. Elle n'aurait pas pu intervenir, je ne serais pas réveillé et je ne sais pas ce qui se serait passé derrière. Mais peut-être que je ne serais même pas en train de vous conter cette histoire. Et à l'inverse également, imaginez un seul instant que j'avais pas pu intervenir à cet instant précis où elle se faisait abuser. Peut-être que spirituellement, il y aurait quelque chose qui se serait passé de son côté. Voilà, donc c'est toujours important de savoir non seulement le partenaire avec qui on se met, d'avoir une once d'appréhension sur le côté spirituel, c'est toujours important. Voilà, donc maintenant aussi chacun peut voilà, en tirer une leçon. Donc c'est un peu ça. Allez, portez-vous bien et merci pour la possibilité qui nous a été donnée de pouvoir raconter pour édifier. Donc à la prochaine pour une autre histoire. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme d'aujourd'hui. Abonnez-vous, commentez, partagez, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes. Comme ça, on va toujours être à la page. Voilà, merci de laisser vos histoires au numéro WhatsApp du 237 655 81 90 17. Et on va jouer ici. Passez une bonne journée et on se prend demain.